Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, cette conférence internationale sur la fiscalité, conférence ouverte ce matin à Lomé, les panélistes tentent d'identifier les facteurs favorisant les flux financiers illicites. Une solution est envisagée pour mobiliser plus de ressources publiques. L'aménagement du territoire, la décentralisation, quel rôle du député en faveur du développement? Le sujet est évoqué depuis ce matin entre les parlementaires, les experts des ministères en charge de la planification et de la décentralisation à Lomé. Enfin, les 70 ans de la Charte des Nations Unies, l'anniversaire sera célébré. Le programme au Togo a été dévoilé ce matin, le programme des activités. C'était donc ce matin devant la presse, les précisions tout à l'heure dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. La fiscalité, donc, pour commencer cette édition, mobiliser plus de ressources publiques. Eh bien, tous les efforts sont faits pour, mais comment exactement? Eh bien, depuis ce matin à Lomé, à l'occasion d'une conférence internationale consacrée justement au sujet, des panélistes tentent d'identifier les facteurs favorisant les flux financiers illicites. Ça devrait aider à trouver des approches. Gérald Agoudou, Prudence Zinsou. Le continent africain enregistre d'énormes pertes fiscales ces dernières années, dues essentiellement aux flux financiers illicites, soit un manque à gagner de plus de 50 milliards de dollars par an depuis 2000, ce qui fragilise les trésors publics. À cela s'ajoute la multiplication des transactions internationales et les opérations des multinationales qui échappent à l'impôt. Tout revenu doit être imposé. Donc aucun revenu ne doit échapper à l'impôt. Nos administrations vivent sur les recettes fiscales. Alors lorsqu'un revenu aussi important que les multinationales engrangent échappe à l'impôt, cela veut dire que c'est une perte énorme, c'est un manque à gagner pour le trésor public. Les flux financiers illicites, quelquefois aussi n'ont pas une traçabilité normale. Et ils peuvent être utilisés aussi pour d'autres situations à usage très très risquant pour nos pays. Le Forum sur l'administration fiscale en Afrique, ATAF, s'intéresse donc à ce phénomène qui sape les économies des pays africains. La deuxième conférence internationale de cette organisation à Lomé mettra en lumière les facteurs qui favorisent les flux financiers illicites en vue d'envisager des actions collectives pour combattre ce fléau. And so the first thing we must do is to make public. Nous pensons qu'il va falloir revoir la législation dans le secteur minier, dans le secteur pétrolier, pour pouvoir mieux gérer les ressources et surtout rendre public les marchés publics. Donc tous les marchés publics, il faut que ce soit ouvert, ce soit public, afin qu'il y ait transparence par rapport à ce qui se fait. Et il est question également aussi d'avoir une législation ferme qui puisse véritablement lutter contre le blanchiment d'argent. L'observance des règles fiscales et la limitation des flux financiers illicites par tous les 38 États membres de la TAF dans le Togo sont entre autres sujets inscrits à l'ordre du jour de cette tribune de partage d'expérience. Ces assises permettront également d'asseoir un outil efficace et efficient d'accompagnement des administrations fiscales africaines en vue d'une meilleure mobilisation des ressources publiques. We share experiences and of course we also Il est question share de voir comment partager les expériences, les expertises en la matière. Je veux bien dire pour ce qui est donc de l'observation des règles fiscales de part et d'autre du continent africain. Et donc la nécessité de travailler ensemble pour pouvoir réussir ce défi. S'agissant donc du deuxième sujet, l'intérêt c'est de pouvoir mener des audits conjoints par rapport aux différentes administrations fiscales en Afrique et de pouvoir relever la base de l'assiette fiscale. L'efficacité et la performance des administrations fiscales constituent un véritable gage de l'émergence économique de l'Afrique. Le Togo, de son côté, a fait du chemin dans la lutte contre les flux financiers illicites à travers d'importantes mesures, notamment la création de l'Office togolais des recettes. Pour sa part, le gouvernement togolais ne ménagera aucun effort pour vous apporter le soutien nécessaire au bon déroulement de cette rencontre fiscale de haut niveau. Sur la base du programme des exposés qui vous seront présentés et des travaux en atelier prévus pour une mutualisation de vos expériences,
Je suis persuadé que les recommandations de cette rencontre permettront aux dirigeants et cadres des différents pays ici présents d'acquérir des outils adaptés qui vous mettront au diapason des meilleures pratiques actuelles dans la maîtrise des flux financiers illicites. La conférence de Lomé envisage de nouvelles perspectives sur la conformité des multinationales en Afrique ainsi que l'instauration d'une meilleure transparence au niveau des entreprises. Un engagement qui permettra d'alléger le fardeau des contribuables et garantir le respect des obligations fiscales. Autre sujet de l'actualité ce soir, l'aménagement du territoire, la décentralisation, sujet évoqué aussi ce soir en rapport précisément avec le développement. Quel rôle, quel degré d'implication pour les députés togolais? Eh bien voilà cela avec cette rencontre de parlementaires et d'acteurs des ministères concernés au premier chef. Un reportage de Ramdan Bassine. L'on ne peut parler du développement sans un aménagement du territoire et une décentralisation bien définie. Au Togo, des dispositions constitutionnelles sont prises et une politique nationale de l'aménagement est mise en place pour inclure toutes les couches dans ce processus si cher au gouvernement. Les députés, étant les représentants des communautés, ils sont conviés à cette rencontre pour apporter leur contribution en vue de l'aboutissement effectif de cette démarche. L'aménagement du territoire s'appuie sur la décentralisation pour mettre en œuvre le développement local à long terme, à très long terme, appuyé sur les schémas régionaux et locaux d'aménagement du territoire. Le processus du développement de notre pays a connu des avancées significatives en passant par les plans de développement quinquennaux, les programmes d'ajustement structurel. Ces parlementaires représentent le peuple. Aujourd'hui, il est bon ton que nous puissions nous approcher d'eux. Ils ont bien voulu nous accepter pour échanger avec eux sur ces deux domaines qu'ils connaissent très bien. Les responsabilités des députés sont grandes car de leur contribution découleront les actions à mener, notamment l'évaluation de l'état des lieux et les perspectives. La définition par le gouvernement d'une politique nationale d'aménagement du territoire, PONAT, dont la vision est la construction d'un espace national équilibré, parfaitement intégré dans l'environnement régional, dans lequel règne la paix, la cohésion sociale et la solidarité, confirme l'attachement de celui-ci à faire de l'aménagement du territoire et de la décentralisation une réalité au Togo. La décentralisation que nous appelons de tous nos voeux est un processus long et périlleux, dont le point d'achèvement marquera un grand pas, aussi bien dans la marche du Togo vers une démocratie inclusive que dans son engagement résolu à l'émergence à l'horizon 2030. Cet aboutissement comporterait alors des acquis indéniables et multiformes pour le plus grand bien de nos populations. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD appuie cette démarche du gouvernement qui permettra à terme une meilleure répartition des investissements aux fins d'un développement économique et social harmonieux et durable. Le développement précisément maintenant et à la base. Tenez, cette réunion technique, une réunion d'évaluation du projet PDC+. Pour votre gouvernance, sachez que ça concerne les communautés à la base, les filets sociaux. C'est un projet financé par le gouvernement et la Banque mondiale. Alors, sur le premier semestre de l'année 2015, quels résultats? Des éléments de réponse et des Msossoko. Assurer aux populations à la base le minimum vital commun. C'est le principe de base du projet de développement communautaire et des filets sociaux PDC, aujourd'hui PDC+. Le PDC+, veut élargir l'accès des communautés pauvres aux infrastructures socio-économiques de base et aux filets de protection sociale. Au premier semestre de l'année 2015, toutes les composantes ont été mises en branle. Les micro-projets d'infrastructures, les activités génératrices de revenus, les cantines scolaires et les transferts monétaires. Dans la composante des micro-projets, en termes de prévision, nous avons 190 micro-projets à réaliser.
Aujourd'hui, il ne reste que 18 à réaliser. Donc, nous avons un taux de réalisation de près de 78%. Et nous avons des résultats excédentaires sur certaines lignes, mais des résultats déficitaires sur d'autres lignes. Qu'en est-il des cantines scolaires, par exemple? Les cantines scolaires aussi, cette année, nous avons touché 308 écoles avec environ 80 000 enfants qui reçoivent chaque jour un repas chaud. Nous avons commencé les transferts monétaires dans les régions des Savanes et de la Kara. Et nous avons accompagné ça d'une opération, d'une étude d'impact qui va nous permettre d'isoler l'effet des transferts monétaires sur les communautés bénéficiaires. Le PDC+ est financé par l'État togolais et la Banque mondiale et c'est les communautés elles-mêmes qui définissent les priorités de développement. Il a été également mis en place un mécanisme de gestion des plaintes. Démarré depuis 2012, le PDC+ prendra fin en 2017. Autre question ce soir, quelle vision pour l'enseignement technique et la formation professionnelle au Togo? Le gouvernement en a une. Elle a fait longuement objet d'exposer d'ailleurs cet après-midi par le ministre Aïdam. En somme, une vision de modernité basée sur la qualité. Les précisions de Douaré, Medina Bacha, Salavi. Le ministre de l'Enseignement technique, Georges Aïdam, face aux promoteurs et chefs d'établissements techniques publics et privés. Au menu des discussions, la vision du chef de l'État de faire de l'éducation un véritable levier de développement socio-économique. Principal défi, les élèves des enseignements techniques et professionnels, après leur formation, doivent être capables d'intégrer la vie professionnelle en vue de réduire le chômage. Nous avons voulu les rencontrer pour faire connaissance, mais ensuite et surtout, cette rencontre est destinée à échanger sur les préoccupations qui sont les nôtres. Nous avons voulu les écouter pour voir dans quelle mesure nous pouvons les aider. C'est ces institutions qui doivent former les ressources humaines qui auront en charge la gestion du pays dans tous les aspects de la vie, sur le plan social, sur le plan économique et même sur le plan politique demain. C'est en cela que la vision, elle est claire et que l'enseignement en général et l'enseignement technique en particulier doit être modernisé pour répondre à cet impératif-là, de façon que le Togo de demain puisse disposer des hommes capables de s'adapter à toutes les évolutions. Dans cette dynamique, la formation doit être adaptée aux exigences de la profession. Il est question de s'organiser pour avoir des programmes de curricula qui s'imposent à tous les niveaux. Aussi, l'outil informatique est-il incontournable dans l'enseignement aujourd'hui, surtout dans la filière secrétariat. Nous formons les apprenants pour qu'ils puissent être capables de s'insérer dans la vie active à la sortie de leur cursus scolaire. Nous devons adapter nos formations aux exigences des professions et surtout aux exigences des progrès technologiques. Dans une dynamique d'échange et de partage, les enseignants ont apprécié la démarche et posé leurs inquiétudes. Nous venons de partager beaucoup de choses avec le ministre et ce que nous ne savions pas, il nous a étayé et nous avions pris bonne note. On aurait souhaité que l'État nous accompagne. Le ministre a rassuré ses acteurs de l'éducation quant à la disponibilité du gouvernement à résoudre les défis qui s'imposent. Il a salué leur esprit de collaboration et les a invités à plus de performances dans la formation des cadres de demain. Il est 20h et bientôt 15 minutes. L'histoire nous l'avait apprise. La naissance le 24 octobre 1945 des Nations Unies. Et cette année, le système fête ses 70 ans. Plusieurs activités vont marquer cet anniversaire. Le programme a été dévoilé ce mardi à la presse. Nathalie Panegui. À travers ces différentes agences telles que l'OMS, le PAM, le PNUD, l'ONU-SIDA, l'UNICEF, la FAO et autres, le système des Nations Unies intervient dans divers domaines, notamment dans le maintien de la paix, la santé, les droits de l'homme et l'environnement.
Née donc le 24 octobre 1945, la Charte des Nations Unies a son 10 ans. Et pour ce jubilé de platine, un seul message, une ONU forte pour un monde meilleur. Au-delà de ça, nous voulons dire que les agences ensemble, donc le système, devra être vraiment soudé pour pouvoir aider le Togo pour l'avenir. Nous avons les journées controverses qui vont s'organiser sur l'esplanade du palais des congrès demain 21 et après-demain 22. Et le 23, nous aurons un tournoi de football qui est un tournoi mixte, donc hommes et femmes joueront dans les mêmes équipes. Les Nations Unies seront confrontées à des équipes qui seront issues de l'administration publique, mais aussi des autres partenaires, des ambassadeurs, enfin tout ce qui apporte l'aide au Togo. Donc nous allons terminer le 24 par le banquet, dit le banquet des nations. Pour cette commémoration, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a réaffirmé l'engagement de son institution à construire des vies qui assurent la prospérité, la sécurité et la dignité de tous. Avec 50 pays au départ, l'ONU regroupe aujourd'hui 193 nations. Le Togo y est officiellement admis le 20 septembre 1960, quelques mois seulement après son accession à l'indépendance. Autre anniversaire, les 2 ans de la journée mondiale de la statistique. C'est aujourd'hui. Une cérémonie officielle marque l'événement chez nous. Une campagne de sensibilisation dont le lancement a été présidé ce matin par le ministre Hassim Maïdi devant les commissions de la statistique des Nations Unies et de la CEDEAO. Auguste Sankossi, Félix Imdacha. Les données statistiques constituent des outils incontournables dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes de développement. Elles offrent non seulement des indicateurs fiables à la prise de décision aux acteurs de développement, mais également aident les sociétés civiles dans la gestion des affaires publiques. Cette nécessité a été clairement reconnue en 2010 par les Nations Unies lors de l'adoption de la Journée mondiale des statistiques. Et pour la deuxième fois, le Togo, à l'instar des autres pays du monde, honore les données statistiques. De meilleures données pour une meilleure vie, cela suppose que nous devrons, en tant que statisticiens, donc, faire la collecte des données qui soient de bonne qualité et de permettre également de faire ou de permettre aux décideurs de prendre de bonnes décisions, parce que si les données sont de qualité, ça permet aux décideurs d'avoir une bonne orientation. Donc de meilleures données pour une meilleure vie, c'est de disposer des données de qualité pour améliorer le profil de pauvreté afin de rendre les populations beaucoup plus intéressantes dans leur vie quotidienne. Et au moment où la communauté internationale s'apprête à effectuer la transition des OMD vers l'agenda post-2015 avec les objectifs de développement durable ODD, la question est plus que d'actualité. L'Organisation des Nations Unies, comme vous le savez, mesdames et messieurs, a adopté cette résolution pour mettre en exergue les mérites des données statistiques en général et montrer le rôle capital qu'elles jouent dans le développement socio-économique de nos pays et dans la prise de décision. La célébration de cette journée est aussi une opportunité pour sensibiliser le public sur l'importance du travail effectué jour après jour par les statisticiens, non seulement au plan national, mais aussi au sein du système statistique mondial. La journée mondiale de la statistique a lieu tous les 5 ans. Elle est une occasion pour mettre en exergue l'importance et la qualité des données statistiques et en même temps un plaidoyer pour doter les États d'un système d'information pour l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. Et dans la foulée des agendas, sachez que ce mardi est célébrée également la journée mondiale de l'habitat. La réflexion là est menée autour de l'état des villes, des villages, le droit à un logement décent. La journée de l'habitat, c'est un reportage de Komo Boyondé. Un meilleur cadre de vie, un logement décent pour tous au Togo. Les autorités togolaises en font une préoccupation permanente pour offrir de meilleures conditions de vie aux populations. Mais encore, faut-il que les uns et les autres s'approprient les dispositions réglementaires pour ainsi apporter leur contribution à la réussite de cette noble ambition. Aujourd'hui, journée mondiale de l'habitat, les responsables en charge de l'urbanisme et de l'habitat appellent au civisme, à la citoyenneté
mais surtout au respect et à la protection des espaces publics. Tout le thème espace public pour tous retenu pour cette édition. Tout ce qui est public est déjà pour tous. Pourquoi dire encore pour tous? C'est qu'ils veulent vraiment mettre l'emphase sur le sens de pour tous, pour que les gens prennent garde à l'utiliser dans ce sens-là. Les gens occupent les espaces publics que sont les rues, les parcs de récréation, les lieux publics, comme s'il s'agissait de leur propriété individuelle. Vous verrez par exemple au bord des routes, les gens, après avoir construit leur maison, mordent maintenant sur la chaussée pour construire leur magasin et essayer de vendre. C'est pas normal. Selon les estimations, en 2013, 62% de la population togolaise vit dans les taudis. Situation jugée inadmissible par les autorités qui pensent à des mesures idoines pour inverser la tendance. Dans ce ordre d'idée, je voudrais appeler les uns et les autres au respect du décret 67/228 qui réglemente les constructions dans notre pays. Il ne sera plus toléré les légèretés et les libertés que certains concitoyens prennent dans les lotissements qui se font ça et là et en marge de la loi. Ce que nous appelons souvent les lotissements clandestins. Fini désormais le visa de l'agrofoncier dont des gens se prévalent pour ériger des bâtiments. Le visa de l'agrofoncier ne concerne que les propriétés destinées à l'agriculture et non au logement. Le gouvernement se montrera désormais plus ferme sur la question. Notre bonheur collectif en dépend. Pendant 3 jours, les préfets, les présidents des délégations spéciales, les chefs traditionnels de la région maritime vont échanger avec les experts en matière d'urbanisme et d'habitat dans la perspective d'une meilleure gestion des villes et villages. À l'étranger, situation très tendue au Congo-Brazzaville. À l'origine de ces troubles, la volonté du président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat. Ce dimanche doit se tenir en principe un référendum très controversé sur le changement de la Constitution. Regardez. Des images amateurs ont été tournées cet après-midi à Pointe-Noire, un des bastions de l'opposition congolaise. On y voit des soldats tirés à balles réelles. Il y aurait des victimes dans les rangs des manifestants venus par centaines exprimer leur colère. Scénario identique à Brazzaville, la capitale. Les rues des quartiers sud sont bloquées par des barricades faites de pneus enflammés. Magasins et écoles sont fermés. Selon un correspondant AFP, les services de SMS et le signal de Radio France Internationale ont même été coupés. À l'origine de ces manifestations, l'IDC et le FROCAD, 2 plateformes d'opposition qui dénoncent un coup d'État constitutionnel du président Sassou Nguesso. Le chef de l'État a en effet imposé la tenue d'un référendum le 25 octobre prochain en vue de changer la Constitution, une modification qui lui permettrait de briguer un 3e mandat à la tête d'un pays qu'il dirige depuis plus de 31 ans. En attendant ce jour, l'opposition en appelle à la désobéissance civile dans toutes les communes du pays. Voilà la situation donc au Congo-Brazzaville ce soir. Au Burundi, le pays n'est pas plus apaisé. Une militante anticorruption, Charlotte Umweneza, a été assassinée à quelques kilomètres de Bujumbura. Et voilà qui rajoute là aussi à la tension déjà palpable sur place. Umweneza était sortie chercher une voiture pour déménager, quitter Chibitoke, son quartier de Bujumbura, où les crimes succèdent au règlement de compte. Elle n'en a pas eu le temps. Son corps a été retrouvé quelques kilomètres plus loin, plein de poussière. Charlotte était une militante politique, opposante au gouvernement, et elle fait partie des victimes de l'effondrement silencieux du Burundi. Car les quartiers de Bujumbura comptent leurs cadavres chaque matin, ou presque, comme ici début octobre, au nord de la capitale. Les accusations de disparition, de meurtre ou de torture se multiplient. Esdras Ngourimana l'a vécu de près. Ce journaliste, réfugié maintenant à Paris, prenait des photos juste après une attaque à la roquette en août contre un haut gradé du régime, quand des policiers sont arrivés. Lorsqu'ils m'ont fait monter dans la camionnette, en fait, ils m'ont obligé à me coucher le visage contre le plancher de la camionnette. Et là, ils ont commencé à me taper des coups de pied dans la tête et à me bastonner. Transféré au Bureau national des renseignements, les coups recommencent, une centaine sur tout le corps, et on lui vole ses bijoux. Un de ceux qui me torturait a voulu prendre mon alliance. J'ai protesté un peu. Quelqu'un m'a attrapé la main. Ils m'ont frappé avec une barre de fer qui m'a cassé un doigt et ils ont pris l'alliance.
Impossible de porter plainte devant cette police. Ses employeurs, RFI et l'agence France Presse ont aujourd'hui décidé de porter l'affaire en justice devant l'absence de coupable. Dans une note récente, le ministère de la Sécurité publique burundais parle pour sa part d'une situation globalement bonne dans le pays. Mais les faits sont têtus et journalistes, opposants, civils ou même policiers remplissent chaque jour Bujumbura de cadavres. Dans le reste de l'actualité, cette tournée de remerciements des cadres UNIR à 5AC. Merci pour le vote de la présidentielle, disent-ils. Un acte converti en un important lot de fournitures scolaires en faveur des élèves vulnérables. Des prix aussi pour les meilleurs. Désiré Aloy, adaptant en ses places. Les cadres du parti politique Union pour la République UNIR, session de 5AC en déplacement dans tous les cantons de la préfecture. 3 jours de tournée avec pour point de chute la commune de la ville. Partout, Tchédé Issa, coordonnateur préfectoral du parti, et sa suite ont transmis aux populations le message de paix, de consolidation nationale et de remerciement. Un remerciement du chef de l'État, Faure Gnassingbé, président de l'UNIR, suite à la victoire du parti à la présidentielle d'avril 2015. Il était normal que nous revenions dans la préfecture de 5AC et faire une tournée dans tous les cantons afin de transmettre les remerciements, les encouragements et la satisfaction du président Faure à toute la population de 5AC. Tout le monde est unanime parce que le président Faure a été réélu le 25 avril 2015. Et nous savons qu'avec le président Faure, la préfecture de 5AC va continuer à bénéficier du développement économique que le président de la République a amorcé il y a déjà quelques années. Nous avons placé cette cérémonie de remerciement sous l'encouragement de la jeunesse à travers la remise des prix. Justement, des fournitures scolaires, il y en avait pour tous les élèves démunis de la préfecture. Un don du chef de l'État pour apporter la joie dans le cœur de cette relève de demain qui n'a pas pu avoir chacun un kit complet pour effectuer la rentrée scolaire. Aussi du matériel didactique pour toutes les écoles et des prix d'excellence pour les meilleurs élèves de tous les niveaux d'examen scolaire. La joie qui m'anime aujourd'hui est plus que grande. Je tiens à dire aux autres élèves, mes soeurs et frères, de travailler aussi pour mériter. Je tiens à remercier notre président, son excellence Faure Gnassingbé, et je tiens aussi à remercier nos aînés, nos cadres de 5AC pour leur soutien. Désormais, nous leur promettons de mieux travailler. Les cadres dans leur tournée ont demandé aux populations d'adhérer à la politique des grands travaux du chef de l'État pour un Togo émergent. Le civisme, la citoyenneté, la paix, des valeurs cardinales pour un Togo uni étaient aussi, entre autres sujets, de sensibilisation. De fourniture, geste imité, vous allez le voir aussi par Togocel dans plusieurs localités. La société de téléphonie mobile partout offert cahiers bic, ardoises et autres accessoires didactiques. Gérald Agodou, Ramdan Bassina. Le leader de la téléphonie mobile, Togocel, entame une nouvelle politique, le mécénat. Au-delà de la stratégie commerciale, la société offre de meilleures conditions aux élèves nécessiteux pour une bonne rentrée scolaire 2015-2016. Des lots de cahiers, d'ensembles géométriques, de trousses, de t-shirts et de casquettes à l'effigie de Togocel ont été destinés à l'école primaire publique Togo-Komé dans le canton d'Agro-Drafo, dans la préfecture des Lacs. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes conscients que le développement de notre pays passe par l'éducation, l'instruction. C'est pour cela que nous nous donnons les moyens pour pouvoir soutenir ces enfants et leur offrir le meilleur pour leur réussite scolaire. En plus de ces fournitures, des vivres composés de riz, d'huile, de sucre et de sardines, fruit de la collaboration entre la société Togo Cellulaire et l'ONG Cercle d'aide femmes-enfants qui depuis 11 ans œuvre pour l'amélioration de la qualité de vie et l'épanouissement de la société. Ceci à travers la promotion de l'éducation, la santé, la formation et le développement au Togo. C'est un bilan satisfaisant que nous pourrons dire par rapport aux enfants que nous parrainons, par rapport à ces enfants que nous avons l'habitude de soutenir. Ce sont des enfants qui sont en train de faire un progrès énorme.
Je ne peux pas vous dire, les premiers des centres, ils sont toujours parmi ces gens-là. Donc c'est une fierté pour nous de dire merci à Togo Cellulaire. Sans Togo Cellulaire, je ne pense pas que ces enfants seront là où ils sont aujourd'hui. Merci une fois encore à Togo Cellulaire. Soulagés, les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude aux bienfaiteurs. Nous sommes tellement dans le besoin des élèves qui ont démarré l'école les mains vides. D'autres ont apporté un peu. Et ce qui ne fait pas marcher exactement le travail. Voilà, ce matin, Togo Cellulaire et Café nous ont apporté des cadeaux pour soutenir ces enfants. Café et Togo Cellulaire, nous vous remercions pour ces dons à nous les élèves de Togo Comé. Que Dieu vous bénisse. Nous promettons à faire un bon usage. Cette activité sociale, démarrée par le numéro 1 de la téléphonie mobile en début d'octobre dernier, se poursuit sur toute l'étendue du territoire national au profit des couches vulnérables. Un mot de sport. Début ce mardi des matchs de la 3e journée de la Ligue européenne des champions avec à l'affiche l'alléchante Arsenal et Bayern pour les amateurs. Mais il y a surtout cette image qu'on va vous montrer. La scène s'est passée au cours d'un match de football en Europe. Regardez ce joueur blessé qui devrait être soigné hors de la pelouse. Au lieu de cela, eh bien, il a été tout simplement maltraité par ses soigneurs dès son transport sur brancard jusqu'au vestiaire par ses brancardiers, visiblement de mauvaise humeur. Pour eux, le joueur n'est pas blessé, il joue tout simplement au malin, les risques du métier. Ce communiqué avant de clore définitivement cette édition, la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que suite aux incidents techniques survenus le lundi 19 et mardi 20 octobre 2015, la fourniture du courant électrique a connu des perturbations dans la ville de Lomé, Tchévié-Kévé et leurs environs. Les travaux de dépannage ont été exécutés. Le retour à la normale de la fourniture du courant électrique est effectif ce mardi 20 octobre 2015 à 7 h. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients des localités villes concernées par ce désagrément et les remercie pour leur compréhension. Fin de cette édition, sachez en rappel que Lomé abrite depuis ce matin une conférence internationale sur la fiscalité en Afrique. Mobiliser plus de ressources publiques, eh bien c'est l'objectif à terme. Les panélistes devraient avant identifier les flux financiers illicites. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo d'abord et juste après ce journal, Cléo Sabine Poko dans un instant, 20h50, le journal de l'écho, Mathias Touglou, 21h15, le magazine Santé d'abord, Carole Peto à Fangbedji, puis 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Saint-Cassé, dans le Grand Aune, à Kinshasa, en RDC, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.